Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Encore une fois aujourd'hui, j'ai décidé d'optimiser, de faire une balade et en même temps vous faire une vidéo et partager avec vous ce qu'il m'aura fallu une vie pour comprendre. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler du phénomène Trump et de ce qu'il représente, parce que j'avoue avoir une grande déception par rapport au mainstream média, à l'endoctrinement de la culture dominante, ce progressisme mondial, cette bien-pensance, ce politiquement correct qui n'arrête pas de faire des dégâts. Et malheureusement, j'ai très peu de pouvoir là-dessus. Comme le dit Jordan Peterson, avant de chercher à sauver le monde, range ta chambre. Donc avec ces petites vidéos, j'essaie juste d'être le plus sincère possible et de partager mes découvertes, mes convictions. Et encore une fois, tout ce que je perçois, je ne prétends pas dire que c'est la vérité, c'est ce que je perçois, ce qui est lié à mes convictions fortes. Après, dans quelques années, j'aurai peut-être plus de graines pour affiner ou contredire ce que je perçois aujourd'hui. Donc, avant de parler de Trump, je voulais juste d'abord jeter les bases pour comprendre un peu mieux le monde et vous donner quelques informations que vous devez déjà peut-être soit connaître ou ressentir instinctivement sur la nature du monde, de l'homme et de l'âme humaine. Donc il y a dans le monde, j'ai l'impression, et dans l'univers, cette dualité qui est le yin et yang, qui existe dans à peu près tout dans la nature. Donc dans l'âme humaine, il y a la part féminine, part masculine. En nature, en biologie, il y a la part féminine, part masculine. Et qui est un reflet de la tension qui existe dans cette vie, une tension nécessaire entre le féminin et le masculin. Donc aujourd'hui je pensais aller nager, mais je vais plutôt aller me balader du côté des limites de Santa Monica, pas trop loin de Brentwood, et d'aller revoir mes arbres adorés, les magnifiques arbres. Alors pourquoi je parle de tout ça avant de parler de Trump? C'est hyper important en fait. Donc il y a, j'imagine que beaucoup d'entre vous seront peut-être totalement en désaccord, mais moi c'est ma conviction personnelle. Pour moi, il n'y a que deux genres, le masculin et le féminin. Désolé si ça peut être choquant par rapport à la pensée peut-être mondiale aujourd'hui. Ça ne m'empêche pas d'être tolérant vis-à-vis des perceptions de chacun, mais pour moi, tout n'est qu'un reflet du yin et yang, et dans l'âme humaine, il y a une expression du féminin et du masculin que Carl Jung appelait anima et animus, et donc désolé, en général quand je marche ça se passe, mais là marcher et parler en même temps,
et penser. Donc, alors, tout ce que je partage, c'est lié non seulement à mon expérience de vie, à mon enfance, au fait que j'ai eu la chance de voir la France dans les années 70 et 80, et puis aussi mon expérience de la vie avec notamment mon expérience des femmes où j'ai eu accès à une sagesse incroyable lorsque je me suis mis à mieux comprendre les femmes et j'ai eu accès à des informations qui concordent avec tout ce que j'ai pu lire. Alors, je finis avec les bases en parlant de l'âme humaine. Il y a dans chaque être entre nous, dans notre âme, une composante plus ou moins importante, masculine et féminine. Et pour faire vite, la nature masculine est subversive et la nature féminine est plutôt conformiste. Ce n'est pas un jugement de valeur et ce sont des caractéristiques nécessaires pour la construction de la vie, de la famille, voilà. Ensuite, je me rappelle plus du terme, mais je crois que c'est lié à la mythologie grecque. Il semblerait qu'il y ait, lorsque nous arrivons dans cette vie, soit en tant qu'homme, soit en tant que femme, on arrive à moitié. Et qu'en fait, l'un des buts de la vie, c'est de retrouver notre autre moitié. Et qui serait donc cet homme ou cette femme. Afin que notre âme retrouve son autre moitié. Ensuite, donc ça c'est lié à l'âme. Et donc, et pour finir, dans cette vie, il y a au niveau civilisationnel, un espèce de balancier entre le masculin et le féminin. Quand les sociétés sont de plus en plus en paix, sans trop de guerre, la civilisation a tendance à basculer vers son féminin. Lorsqu'il y a des dangers, des gros conflits ou un certain nombre de crises violentes, et ben la société a tendance à retrouver des codes un peu plus traditionnels. Donc voilà. Et puis un autre aspect pour finir, avant d'engager sur le sujet de Trump. Il y a des choses, lorsque je me suis mis à étudier les trois religions, j'ai été fasciné par leur sagesse infinie, surtout lorsqu'on accepte de lire entre les mots et de ressentir et d'exercer une forme de foi au-delà de la raison, et notamment ce que j'ai pu découvrir dans le judaïsme, plus particulièrement dans la Kabbale juive et dans le soufisme en islam. Et j'ai remarqué que toutes ces religions étaient plus ou moins en accord avec la nature. La notion de père, de mère, de femme, d'enfant, tout ça. Et sans trop m'égarer, j'ai compris petit à petit que ces religions, avec leurs préceptes qui pouvaient être parfois durs et incompréhensibles aujourd'hui avec nos désirs de liberté, étaient en fait là pour protéger l'âme humaine et protéger l'enfant, protéger la famille. Parce que j'ai envie de croire
que les générations précédentes ont tout vécu et ont compris tellement de choses que si l'on voulait, on pourrait juste recevoir leur sagesse et puis et bénéficier de leur guidance. Donc pour conclure cette intro, il y a quelque chose de commun dans toutes les religions, c'est le rapport, on va dire surtout en islam, mais je crois qu'il existe aussi ailleurs, même dans le christianisme, la notion que l'autorité est presque une preuve d'amour et que le rapport à la soumission, qui est très clair en islam, n'est pas quelque chose de sale ou mauvais. Ce n'est pas une mise en esclavage, mais c'est surtout c'est presque un pouvoir. Un pouvoir, c'est-à-dire que lorsque c'est quelque chose de bien connu entre hommes depuis l'aube des temps, les hommes se soumettent entre les uns et les autres, c'est-à-dire que l'homme n'hésitera pas à se soumettre à un homme qui serait plus compétent que lui ou qui saurait faire un certain nombre de choses afin de réussir la mission. Donc les hommes se soumettent au général ou la société on a créé un tabou et d'un point de vue mythique, je crois qu'il y a un désir féminin de se soumettre à un homme qu'elles auraient choisi. J'espère que je ne vais pas perdre la moitié de mon audience si je dis ça, mais il y a quelque chose de mythique, il faut savoir, voilà. Ce que j'essaie d'articuler, c'est que il y a quelque chose de mythique depuis l'aube des temps entre un homme et une femme. Une puissance incroyable une force extraordinaire. Et ce mythique, c'est quelque chose de difficile à articuler. C'est-à-dire que c'est tout sauf ce que l'on voit aujourd'hui, dont la manière les couples se forment, qui se forment plus autour d'un attachement, d'un égoïsme et d'un certain nombre de projections. Parce que la société, devenant de plus en plus individualiste et matérialiste, tout devient produit de consommation et donc même les relations sont censées devenir quasiment dans les relations un parc d'attractions et dès que le manège s'arrête, tout part en sucette, divorce, rage, colère, enfin bref. Bref, je crois que je pourrais passer des jours pour parler de mes découvertes qui m'aident moi-même à naviguer dans cette vie. Et donc maintenant on va parler de Trump. Donc tout d'abord il faut savoir que moi j'ai un instinct, chaque fois qu'on me présente des choses, des faits, que ce soit à la télé ou aux informations, sur YouTube, j'ai l'instinct toujours de vouloir faire l'avocat du diable. C'est plus fort que moi. Donc quand j'ai vu à quel point le système, parce que je pense que c'est un système qui a vu en Trump un danger et qui s'est défendu en l'attaquant dans tous les sens, je me suis gratté en me disant c'est étrange. Et c'est le concept en américain du underdog. Donc qu'on retrouve dans le film Rocky 1 où qui relate le combat entre Mohamed Ali et j'ai oublié le nom du mec à l'époque. Donc c'est tiré d'une histoire vraie. Ah, je suis désolé pour le bruit. Donc moi je n'ai jamais rien eu contre Trump, mais j'ai senti un instinct, une réaction presque pathologique, psychologique.
c'est comme si, un système, un pouvoir s'était rendu compte que Trump était un danger et l'a rejeté comme un organisme qui décide de rejeter un microbe ou un... Et à ce moment-là, j'ai vu... il faut savoir que je viens d'un monde... Je suis essentiellement un artiste. Certains diraient que je suis peut-être un saltimbanque, mais... Et donc, l'environnement dans lequel j'ai grandi et j'ai évolué est surtout un environnement progressiste, de gauche, voire d'extrême gauche, avec des amis, entre autres communistes. Et donc, j'ai été surpris de voir la réaction après après l'élection, la première élection de Trump, de voir tous mes amis mais complètement flippés et avoir des réactions, mais j'avais l'impression qu'on était en train que Hitler arrivait au pouvoir, quoi. J'ai vu des réactions de panique et j'ai pas compris. Donc j'entendais certains de mes connexions qui disaient on devrait interdire ceux qui ont voté pour Trump de voter. Et je me dis mais attends, mais je comprends pas, on est en démocratie ou pas, tu vois? Et puis après j'ai repensé, je me suis dit il faut que je me fasse mon idée. J'avais aucune opinion sur ce mec, tu vois. Je savais que c'était une superstar à l'époque et qu'il était plutôt démocrate, il était même ami avec les Clinton. Et moi, j'ai été curieux, je me suis dit, attends, le système se défend, pourquoi maintenant? Alors qu'il était ami avec Oprah Winfrey, et puis il traînait avec les Clinton, donc... Et donc je me suis mis à essayer de regarder un petit peu ces interviews avant les élections et après. Et j'écoutais parce que j'ai un minimum de connaissances en géopolitique. Et j'écoutais et je me disais mais attends, ce qu'il dit ça a du sens. Donc je voyais... et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait le système mondial se défendait face à quelqu'un qui n'était pas un politicien. À la base, le premier crime de Trump, c'est que même à Santa Monica, il y a des travaux tout le temps. C'est presque Paris. Hein. Et donc j'ai compris que le système se défendait parce que par rapport au côté imprévisible de Trump, par rapport au fait qu'il n'était pas un politicien et en gros qu'il n'allait pas se soumettre ce qu'on appelle aux États-Unis le swamp, qui est toute cette mélasse de politiciens qui se connaissent entre eux, droite ou gauche, qui font semblant de s'opposer sur les plateaux télé et qui mangent ensemble après. Et j'espère que je fais pas trop long cet épisode parce que là je me sers de Trump pour expliquer quelque chose de plus large. Je pense qu'il se passe quelque chose avec Trump qui est hallucinant et Trump agit comme un révélateur d'une sorte d'errance pendant 50 ans dans le monde avec une certaine idéologie marquée plutôt libérale, progressiste, et une guerre culturelle qui pour moi a été gagnée depuis longtemps par la gauche, avec ses artistes, ses intellectuels, ses académiciens. Et Trump agit comme quelque chose qui dérange, parce que là on est obligé de se poser des questions.
Et alors, Trump a dérangé parce qu'il n'était pas aussi classe que Barack Obama, parce que voilà, et puis aussi il était à droite. Et il y a un truc que je ne comprenais pas, j'en parlerai dans une vidéo quand j'expliquerai pourquoi ça fait plus de 10 ans que je ne suis plus à gauche. Il y a de la part du système, il y a un système. Je ne suis pas conspirationniste, je ne suis pas en train de dire qu'il y a 3 mecs qui se réunissent tous les mois pour réfléchir à l'avenir du monde. Mais il y a une sorte d'idéologie ou de groupe d'intérêts qui ont des intérêts convergents et qui, pour moi, manipulent l'esprit de gauche, l'instinct de gauche qu'ont les gens pour les endormir et afin de les manipuler comme en les culpabilisant, en les manipulant pour qu'ils votent de la manière dont ce système désire, afin de permettre la mise en place d'un système ou de perpétuer un système médiocre qui a servi et qui voit les valeurs exprimées par le populisme et les conservateurs comme un grand danger d'instabilité. Bref, c'est un pouvoir et qui doit être certainement connecté à l'ego humain et je suis désolé, j'essaye de traverser les rues et en même temps de parler. Voilà. Je vais pouvoir aller dans les quartiers bien aisés où il fait bon, où c'est silencieux. Wow. Ah. Alors, revenons à Trump. Trump et aussi en ce moment Elon Musk sont en train d'être des révélateurs du monde que l'on a créé depuis 50 ans, de sa médiocrité et du balancier qui a fait que le monde, depuis 50 ans, en se féminisant, et puis ces 20 dernières années aussi en s'infantilisant, d'une certaine manière est allé contre nature. Il faut savoir que Trump, moi, pourquoi il m'a jamais dérangé? Parce que quand j'étais gamin, les hommes que je croisais, les hommes qui étaient considérés comme fiables, ils avaient tous un côté Trump. Mon père, j'ai l'impression que c'était il avait une dimension trumpienne. Et donc moi, j'ai grandi entouré de cette énergie à la Trump qui représentait les hommes autoritaires, fiables, ou avec certes une certaine brutalité, mais qui était admise à l'époque parce qu'elle était, comment dire, elle faisait partie du masculin et c'était quelque chose qui n'était pas tabou à l'époque. Et donc voilà, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand tu crées une société où pendant 50 ans, littéralement, j'allais dire presque, tu castres la dimension masculine de la société en expliquant que ça fait chier qu'être un homme, et en prenant des exemples en plus vrais, quoi. Lorsqu'on voit les guerres et tout, et on explique que le masculin c'est toxique et que maintenant il faut que ça change. On réalise pas qu'en fait ces concepts-là sont le résultat d'une féminisation d'une société qui non seulement ne comprend pas ce que c'est le masculin, mais en plus le voit comme dans ses velléités de créer une société de paix, nie la nature humaine et pense que il suffit de créer des idéologies, des lois pour, entre guillemets, limiter l'instinct masculin. Sans se rendre compte qu'en fait, en faisant ça, tu nies l'instinct de vie, la vitalité d'une société. Je vais prendre un exemple,
c'est dans l'instinct masculin, qui est l'instinct de conquête, l'instinct de pénétrer le monde avec des accomplissements. Il existe depuis l'enfance, c'est un instinct de vie, c'est simplement par exemple le petit garçon qui décide de monter à la plus haute branche d'un arbre pour impressionner la petite fille qui est en bas, pour montrer qu'elle doit le choisir. Et en gros, je vais essayer de faire vite, parce que je pourrais passer des heures et j'ai pas envie de saouler tout le monde. En gros, on a fait ce qu'on a construit pendant 50 ans. C'est une forme d'errance destructrice et on a créé des générations d'hommes qui ont enterré leur instinct masculin afin de devenir des collaborateurs et qui ont pris les codes féminins pour pouvoir réussir matériellement. Et en fait, on a fait ce qui pourrait arriver de pire pour moi, pour la gente féminine, en féminisant le monde, c'est qu'on a transformé les hommes en copines. Et on a poussé les femmes à devenir des hommes, ce qui est extrêmement anxiogène. Et voilà. Et on a détourné, on a exploité l'instinct féminin chez les femmes de conformisme en créant un certain nombre de valeurs fausses, destructrices. Et à cause d'un esprit de groupe, les femmes se sont conformées à ça. On leur a dit, en gros, pour faire vite, vous n'avez pas besoin d'hommes, les hommes sont abusifs, blablabla. Bla bla. Et donc, on a joué sur leur corde sensible, émotionnel et leur trauma peut-être, pour leur dire de balancer tout et de remplacer leur homme par la culture, la société et les aides gouvernementales ou les divorces. Et pourquoi je parle de tout ça, c'est que quand Trump est arrivé, il est arrivé comme un homme du passé. C'est genre, donc pendant 50 ans, tu formates les mecs à devenir des copines, et la société crée des codes qui font que maintenant, je le vois parce que c'est ce qui m'est arrivé en France. En France, j'ai été endoctriné pour devenir un homme soumis, castré, avec une idéologie que j'appellerais l'idéologie Télérama, un bobo en gros. Et on m'a aussi inculqué le mépris de tout ce qui pouvait être dégoûtant, comme le masculin en l'associant à la violence, ou le populisme en l'associant à la xénophobie, à un archaïsme et des violences, voilà. Et quand je parle d'endoctrinement, je pèse mes mots. Je pense que nous tous, nous allons d'endoctrinement en endoctrinement. Et moi, je passais d'un endoctrinement, celui qui était familial, où il fallait fermer sa gueule pour pas heurter la sensibilité de parents dysfonctionnels, pour après rentrer dans l'endoctrinement moderniste, progressiste de gauche, dans lequel j'ai failli disparaître. Et avant d'avoir à un moment donné un éveil qui est, je dirais, une chance que j'ai eue, qui est plutôt un éveil spirituel, qui m'a permis après d'avoir le recul que j'ai aujourd'hui et qui me permet de le partager avec vous. Encore une fois, je veux juste dire que cet épisode n'est pas là pour dire la gauche c'est pas bien, la droite c'est mieux. Je suis pas en train de dire ça. D'ailleurs, je partage mes réalisations en espérant que ça pourra aider d'autres à atteindre une forme d'émancipation au minimum intellectuelle et idéologique. Donc je me retrouve... donc pourquoi je parlais de tout ça, c'est que voilà, pendant 50 ans tu crées une sorte de perception commune en gagnant une guerre culturelle où en général les gens de gauche, les artistes sont de gauche, on t'explique le bien, tout ça, mais on sait qu'au fond de nous que c'est pas vrai. On le sent, notamment dans nos déceptions, dans nos relations romantiques ou dans la vie. On sent qu'il y a une arnaque. Et donc, quand tu crées ça, tu crées donc
des générations entières d'hommes et de femmes qui comprennent instinctivement, inconsciemment, que s'ils veulent s'en sortir, ils doivent se conformer. Or, comme je l'ai dit au début, dans la vie, dans l'instinct de vie, dans la vitalité d'un être, il y a le masculin et le féminin. Le masculin qui est subversif et le féminin plutôt conformiste. Et pour moi, le monde moderne s'est basé sur l'individualisme qui expliquait qu'il y avait des hommes et des femmes comme des âmes errantes, alors que je pense qu'on sous-estime, on ignore une dimension spirituelle et mythique de l'âme humaine, et qu'en fait la société a utilisé un aspect de la nature humaine, qui est la nature conformiste féminine, pour créer une société médiocre, pour être sûr que tout le monde paye ses factures et se contente juste de rêver à organiser ses prochaines vacances, et c'est tout. Or, quand un homme et une femme se réveillent et s'unissent, ils créent l'unité. Et à ce moment-là, ça crée une force quasiment à l'épreuve des balles ou à l'épreuve des idéologies intellectuelles méprisantes et médiocres. Pareil pour la famille. Il faut savoir pourquoi. Je ferai un autre épisode sur la notion de patriarcat qui est décriée et qui est vue comme un abus pareil. Et donc, on a créé une société, comme on dit en anglais, The Society of Headless Chicken, une société de poulets sans tête, qui ont perdu leur connexion avec le divin, avec le cosmos et avec le mythique. Et donc on a créé des petits fonctionnaires qui vont au cinéma pour voir de grandes épopées mythiques et épiques, mais incapables de s'affranchir de l'endoctrinement de cette société. Et lorsque moi j'ai vu Trump, j'ai vu quelque chose de familier, parce que j'ai travaillé avec des personnes avec ce genre de tempérament. Pour moi c'était presque plus un gage de qualité, parce que quelqu'un qui est capable d'exprimer son autorité ou sa brutalité, il y a peu de chances qu'il mente. Et comme on a créé une société d'hommes médiocres qui ont compris que s'ils voulaient avoir une chance de pouvoir se reproduire ou de plaire à une femme qui devait se féminiser, on a créé la source de la manipulation, du mensonge, de l'aspect caché. Encore une fois, je suis en train de parler en général, donc c'est pas la peine de m'expliquer certains cas extrêmement dysfonctionnels ou de gros abus qui viennent de l'homme, ou les couples complètement destroy. Je sais que ça existe et là je parle d'une manière générale. Il y a un désir profond chez l'homme de construire quelque chose et qui s'aligne parfaitement avec le désir féminin de trouver un sens à sa vie et de réussir à trouver un homme qui fonctionnera comme une sorte de boussole ou de phare au milieu de l'océan. Alors, en revenant à Trump, donc moi quand j'ai vu Trump, j'ai vu quelque chose de familier, qui sont les hommes des années 70, voire 80. Et j'ai reconnu presque un peu la figure paternelle. Quand on crée une société comme je viens de le décrire, tout est perçu comme de la violence. Tout ce qui sort un petit peu du cadre est perçu comme de la violence. Tout acte authentique est considéré comme de la violence, de la brutalité. Toute forme d'émancipation, voilà, c'est pas pour rien qu'on dit que si tu veux réussir dans cette vie, le niveau de ta réussite se mesure au nombre d'ennemis que tu as. Si tu veux avoir une vie qui a de la conséquence, qui a de la substance, prépare-toi à perdre des choses et avoir une opposition. Donc on peut mesurer presque le niveau de réussite d'un homme ou d'une femme
en fonction du nombre d'oppositions qu'il génère. Donc moi quand j'ai vu Trump, je me suis dit pourquoi le monde est en panique et pourquoi il est attaqué de toutes parts. Et j'ai compris qu'en fait la société avait tellement glissé vers une dimension qui n'est pas naturelle que lorsque Trump juste apparaît et qu'il dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les vit, c'est pas du tout ce qu'il dit qui pose problème. C'est le fait qu'il les dise. Alors là, ça choque tout le monde, et tout le monde se sent menacé. Et l'endoctrinement dans lequel on a tous baigné nous a tellement conditionnés qu'on voit ce type, on se dit mais attends, pourquoi il n'est pas comme Barack Obama, avec un bon costume, mince, voilà. Bon je crois que Santa Monica est condamné pour avoir des jardiniers 24 heures sur 24 avec des souffleurs de feuilles. Ça c'est le projet quoi. C'est pour ça que je bougeais dans le Maine, parce que quand tu es au milieu de la nature s'occupe d'elle-même. Et voilà. Alors, c'est là que j'ai compris que... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la société, à un moment donné, a commencé à réagir. Alors, je ne sais pas si c'était les médias qui ont paniqué, parce qu'il faut savoir que les médias mainstream aux États-Unis sont quasiment un organe de communication et de propagande des démocrates. À l'image un peu de la Fox à l'époque, avec les ultra-conservateurs. Et donc aujourd'hui, petite parenthèse, je pense que ça fait très longtemps, peut-être depuis toujours. Non, je pense pas depuis toujours, mais il y a quelque chose, une accélération, surtout ces 20 dernières années, où les news dans le monde et partout, en France y compris, n'informent plus. Il n'y a plus vraiment de journalisme, et que la fonction des médias, c'est surtout d'assigner des opinions. On n'a plus accès à une vraie information. On te dit jamais, écoutez, voici les différents aspects d'une information. On va te donner l'information, l'opinion du moment, soit de la rédaction, soit du journaliste. Et donc pourquoi je parle de Trump aujourd'hui, c'est parce que jusqu'à Barack Obama, j'ai été endoctriné à aimer en politique cette congruence entre j'étais à gauche avant, c'était le camp du bien, et tiens, comme par hasard, c'est le camp de l'élégance où les gens sont bien habillés, sont bien raffinés, sans savoir qu'en fait j'étais conditionné pour ne pas être un populiste. Donc on m'a expliqué que le populisme c'est horrible, c'est grossier, c'est tout ce que tu veux. Donc quand Trump arrive avec ses sabots en titanium, il nous montre comment étaient les hommes autrefois. Donc et plus particulièrement les dernières élections. Il faut savoir un truc, c'est que dans une bonne partie de l'Amérique, Trump est vu comme la figure masculine qu'on attendait, voire comme le père qui vient signer la fin de la récré. Et puis, ce qui est fascinant, lorsqu'on connaît un peu l'âme humaine, il faut savoir que quand il y a un élément perturbateur ou subversif, le système va se défendre. Donc en général, c'est la même dynamique qu'il y a entre hommes. Lorsque tu as un homme alpha, tu auras une dizaine d'hommes bêta qui vont conspirer pour foutre à mal et descendre de son trône le mec alpha. En général, le mec alpha, c'est celui qui assume sa grande gueule, qui assume ses désirs, qui a un côté un peu... et comme on a créé une société civilisée, soi-disant, on a créé une sorte de théâtre où on a expliqué aux hommes de ne plus assumer leurs désirs
leur authenticité et encore moins leur violence. On a forcé les hommes à être des hommes conciliants, collaborateurs. Et on a assimilé ce côté conformiste à une forme de bienveillance et de gentillesse. Ce qui est tout faux en fait. Donc Trump, il y a tellement de choses à dire sur Trump, mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand Trump arrive et représente l'homme tel qu'il était il y a plus de 50 ans ou 60 ans, ça crée un choc qui est perçu comme de la violence. Donc, le système se rebiffe parce qu'il faut savoir que tous les gens qui ont pris le pouvoir avant Trump, dans les élections, tout ça, ou dans le monde, l'ont fait en acceptant les règles. Des règles que certains pourraient appeler des règles démocratiques, mais qui en fait sont des formes d'accès au pouvoir liées, on va dire, à la manipulation, au vice. Et aujourd'hui, je peux être honnête avec moi-même et me dire que pourquoi j'ai aimé Barack Obama, c'est qu'il me permettait d'être, de me sentir à l'aise, de me dire voilà, j'ai choisi le bon gars, pas pour ses idées, mais parce qu'il présentait bien. Il avait une bonne cravate. En plus, il est black, donc personne n'osera dire que je suis ou émettre l'hypothèse que je serais peut-être raciste. Je ne le suis pas d'ailleurs, je tiens à le dire, mais donc quand Trump arrive, il arrive avec une extrême authenticité. On peut détester sa présentation, on peut détester son mauvais goût, on peut détester le côté indécent de son argent. Et je crois que je trouverai jamais le silence à Santa Monica là. Ça devient les mecs qui se sont. Ça me fait penser au film avec Jim Carrey où il se réveille et tout est un tournage autour de lui et les gens arrivent et le croisent au bon moment avec un DJ qui gère le timing de chaque chose. Et combien d'heures ? Oh là là, 42 minutes. Je l'ai fait trop long mes épisodes. Donc ce qui est fascinant, c'est que l'errement que l'on a depuis 50 ans vers des politiques conformistes et conformantes, castratrices, et je pèse mes mots parce que lorsqu'on comprend un peu plus la nature humaine, on comprend la nécessité du féminin et du masculin qui doivent être assumés. Sinon, on crée quelque chose qui est extrêmement destructeur lorsqu'on essaie de faire une société fourmilière. Et c'est ce qui se passe en Europe, j'en ai bien peur. Il y a quelque chose de destructeur qui va avoir un coût vis-à-vis de la société et vis-à-vis des rapports humains, des rapports hommes-femmes et des constructions familiales. Peut-être que l'origine de tout ça, c'est peut-être l'ego humain qui a créé des concentrations de pouvoir et d'argent complètement indécents et qui condamne l'homme moyen à souffrir non seulement la situation, mais aussi des errances qui ne sont pas naturelles, une inconscience des choses. Donc, quand Trump arrive avec sa brutalité, avec son style, pour certains son mauvais goût, ça a choqué tout le monde. Et pourquoi ça a choqué tout le monde ? Je ne crois pas que ce soit Trump qui a choqué tout le monde. C'est que le système, qui est pour moi de plus en plus soutenu par une sorte de bien-pensante progressiste qui tend en général vers la gauche, qui a pour seuls atouts l'ultra-critique, le jugement et a vu le danger en Trump, pas directement par rapport à Trump, au fait que le peuple américain
s'est reconnu dans Trump, a reconnu en Trump. En fait, il faut savoir que des fois, les moments les plus dangereux pour le système en place, c'est quand un peuple rencontre un homme ou une femme. Et les groupes de gauche mondiaux, en fait, pour moi, à part pour l'extrême gauche, se caractérisent par une forme de déconnexion avec le peuple. Moi, pendant 50 ans, j'ai vécu un mépris venant de la gauche pour le peuple. Donc aux États-Unis, quand Trump a commencé à arriver, les réseaux mainstream médias, genre MSNBC, BBC, qui sont essentiellement démocrates, ont reniflé le danger sans savoir vraiment ce qui se passait. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à caricaturer les politiques et l'idéologie démocrate en parlant d'un risque d'une suprématie blanche nationaliste, raciste. Donc ils ont caricaturé le populisme américain comme une nouvelle forme de fascisme. Et donc en fait, c'est comme si Trump a tellement perturbé que les médias ont commencé à décrire. Il faut savoir qu'il y a un mépris, je ne sais pas s'il est conscient, de la côte ouest et la côte est vis-à-vis des États du centre des États-Unis, qui représentent l'Amérique profonde, conservatrice, patriote, qui va à l'église et qui n'est pas forcément pro-LGBTQ. Et donc les mainstream médias ont compris ou ont ressenti quelque chose, se sont mis à attaquer Trump avec son caractère, en ressortant les vieux dossiers, en expliquant ce qui est vraiment marrant de la part des démocrates. Et ils ont attaqué aussi ce peuple américain en lui disant qu'il était archaïque, qu'il n'avait rien compris, qu'il était intolérant, raciste, et aussi il y avait aussi une attaque, comme on dit, covert ou cachée de la part de la culture progressiste américaine qui est anti-religion, christianisme. Et donc on attaque Trump à l'époque, je parle du premier mandat, et on attaque le peuple américain. Il faut savoir que le peuple américain, moi j'ai traversé les États-Unis, et pour moi, j'ai été surpris du décalage entre ce qui était décrit par les médias et le peuple américain. J'ai traversé des États conservateurs, et, tu vois, et pourtant je suis bonzé. Je n'ai jamais rencontré... je suis même rentré dans des bars où il n'y avait que des cow-boys. Et j'étais le seul bronzé. Bien sûr, je pense qu'il ne faut pas rentrer en djellaba, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai parlé avec énormément de conservateurs américains, et c'est des crèmes. C'est des gens qui, en tout cas, se soucient d'un certain nombre de valeurs, qui essaient d'avoir un certain nombre de valeurs morales. Bon, je suis sûr qu'il y a des exemples de brebis galeuses, et qui sont en permanence dans l'idée de se corriger et d'essayer de pouvoir guider leur famille. Et donc j'ai pu petit à petit me rendre compte que ces personnes qui sont décriées, pour moi, avaient le meilleur système familial américain, basé sur la communauté, basé sur la famille, basé sur une patriarchie assumée. Et je me suis rendu compte que tout ça permettait une bien meilleure guidance pour les enfants que le monde moderne qu'on nous offre, où en gros, sois libre et tais-toi, et on va te faire un chèque si tu as des problèmes d'argent, et casse-toi. Et ce qu'on n'a pas compris, et je pense que c'est une dimension spirituelle, parce que si je partage tout ça, c'est plus par lié aux résonances que ça a avec ma quête spirituelle et mon amour pour le genre humain.
on a attaqué Trump. Il faut savoir que les Américains, donc ces conservateurs, on leur a dit regardez, Barack Obama il est sympa, il vous comprend et tout. Donc le peuple américain a dit, peu importe qu'il soit de droite ou de gauche, a voté Barack Obama 2 fois. Lorsque le peuple américain s'est rendu compte de la supercherie, lorsqu'il a vu les dérives des démocrates qui se sont fait, hijacker ou pris en otage par l'extrême gauche américaine, qui a voulu gagner les élections, donc qui a fait que des concessions malheureuses et qui a donné extrêmement de pouvoir à l'idéologie LGBTQ. D'ailleurs, j'ai fait un épisode pour expliquer les dérives idéologiques et pourquoi ça ne peut pas marcher. Les Américains se sont sentis lésés parce qu'il y a eu d'un seul coup une dimension guerrière de la part de l'idéologie démocrate qui s'est associée avec l'idéologie, avec le mouvement LGBTQ, mais pas que ça. Le plus gros problème, ça a été l'idéologie multiculturaliste et le combat pour les minorités. Donc l'Amérique moyen n'est pas totalement idiot. Je vais essayer de traverser là. Et a vu que d'un seul coup, parce qu'il ne faisait pas partie d'une minorité, il était constamment attaqué. Soit il était attaqué en le traitant peut-être de white suprémaciste ou de quoi que ce soit. Et donc en fait il s'est rendu compte que lui, le peuple américain qui a voté Barack Obama pour montrer que c'était un peuple quand même tolérant, se rend compte qu'après, dans les universités, à l'école, au quotidien, la première où les velléités du DEI pour lutter contre les discriminations, finalement, ça devenait une guerre des minorités contre une majorité qui devenait maintenant une minorité, qui était l'homme blanc de 50 ans ou la mère au foyer. Donc le peuple américain qui a voté Barack Obama s'est fait rouer de coups par l'idéologie démocrate qui méprise le peuple. Et ensuite, donc, on leur dit tenez-vous à carreau parce que vous êtes racistes. Et donc, on a donné des droits et aucun devoir à une idéologie de protection des minorités. Et donc, les médias se sont mis à casser du sucre sur l'Américain qui avait pourtant voté Barack Obama, l'Américain conservateur. Et en parallèle, on a dépeint Trump comme un monstre, éructant, misogyne, toujours. Ça, c'est typiquement à gauche. En gros, j'ai jamais vu ça. La dérive de gauche est devenue telle qu'on a créé une idéologie qui a créé tellement d'angoisse où, à gauche, on peut gagner un débat, un argument, en lisant dans les pensées de l'autre. Donc on a assumé X ou Y de la part de Trump, qu'on a utilisé contre lui pour dépeindre un être grossier. Et j'en sais rien, moi peut-être qu'il a des caractéristiques grossières, mais bon, je reviendrai là-dessus parce que ça commence à me saouler le fait d'attaquer la personne. Et à la fin, on s'étonne que le peuple américain s'est dit on nous traite de racistes, de xénophobes, et on nous montre un monstre qui lui aussi est raciste et xénophobe. Donc ça se trouve, c'est lui notre chef, notre roi. Donc MSNBC, les démocrates, en étant déconnectés du peuple, créent une frustration, une injustice vis-à-vis du peuple américain, qui est le reflet de leur déconnexion, et on crée leur héros en caractérisant Trump comme le peuple a été caractérisé. Donc on s'étonne après que le peuple américain vote Trump. Pour aller vite, comme ça, si certains veulent couper la vidéo ici, en gros ce qui se passe, c'est que ce qui arrive, Trump est en train de révéler les dysfonctions, à quel point on a été trop loin dans un systématisme de gauche et démocrate. Et Trump est le résultat de l'errance progressiste de l'Amérique dans ses travers de gauche.
on est arrivé aux limites de la guerre culturelle, où finalement, un certain nombre de groupes aux États-Unis se sont rendus compte de la supercherie, notamment les hommes, puisque quand tu crées un combat des minorités pour les minorités, t'étonnes pas après que tu crées d'autres minorités et que d'un seul coup, les hommes qui à la base instinctivement sont là ont l'instinct de défendre la veuve et l'orphelin, d'être des providers machin, comprennent l'arnaque entre les taux de divorce, le fait que dès que tu es un petit peu masculin, tout explose. Et on s'étonne après que, surtout dans les dernières élections, que Trump ait tout explosé au niveau des élections, surtout dans l'électorat black, les hommes blacks, les hommes, les conservateurs, même des démocrates qui en ont eu assez. Quoi d'autre ? Les musulmans et les femmes. Donc, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que ce qui me navre, c'est que je réalise que la gauche américaine, comme la gauche européenne et française, est incapable de faire un travail d'introspection et est incapable de renouer avec le peuple. Et que ce sont des gens qui sont dans l'anathème, dans le jugement, et qui ont remplacé les puritains de l'époque, et qui t'expliquent et qui savent mieux que toi ce qui est bon pour toi. Bon ben finalement, cette vidéo est tellement longue que j'ai décidé d'aller à la plage. Oh là là, ça va être... Je suis incapable de faire des petits épisodes de 10 minutes pour expliquer des concepts parce que tout est tellement lié, c'est incroyable. Donc ça, c'est ce qui se passe. Donc Trump est élu. Après, là, le plus fascinant, c'est pour ça que je pense que ce qui arrive là dépasse simplement la politique. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde et que Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est en train de rejoindre une destinée incroyable. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est bien ou génial. Mais je pense qu'il est en train de montrer, si on accepte de regarder, soit on peut regarder Trump de deux manières. Soit on regarde en se disant ce mec c'est un fou. Et comme je l'ai dit dans l'épisode où je parlais de la vérité, il faut savoir que notre perception est liée à notre instinct de survie. C'est-à-dire qu'en général, on considère vrai que ce qui nous arrange. C'est-à-dire que si je reçois les news et que j'aime pas Trump et que les news me disent « Ah tiens, Trump il a égorgé un chaton », je vais même pas poser la question si c'est vrai ou pas. Je vais me dire « Bah tu vois, j'avais raison ». Et donc si on accepte d'utiliser Trump comme un moyen de comprendre et de se poser la question « Pourquoi je ressens ça pour ce type ? Qu'est-ce qu'il y a en moi ? Pourquoi ?» Parce que dans la vie, il n'y a que deux manières d'évoluer. Soit on entre en errance et on se rassure au quotidien jusqu'au jour où, comme on dit en anglais, il y a un reality check. Et à ce moment-là, on se rétame la gueule et on se force à l'humilité et on se dit que peut-être qu'on s'est trompé. Et soit on est suffisamment intelligent et on s'interroge sur soi et on se dit pourquoi Trump, chaque fois qu'on en parle, ça me fait du mal, pourquoi je ressens ça. Voilà, je suis encore une fois pas en train de faire l'apologie de Trump, mais je fais juste une analyse sur le fait que Trump agit comme un révélateur et voilà. Donc ensuite avant de parler des deuxièmes élections, ce que je veux dire, c'est que avant que les médias l'attaquent, moi j'ai toujours vu Trump comme un businessman qui avait énormément réussi, qui venait certainement d'une famille extrêmement riche, donc il a dû avoir un certain nombre. Et voilà, je le voyais plutôt un mec du show business voilà. Mais petit à petit,
j'ai commencé à faire mes recherches et à voir que le mec avait compris des choses. Voilà, j'ai des certitudes pour moi, je sais que Trump n'est pas raciste, tant pis, hein. Je vais encore perdre un certain nombre d'abonnés. Et il faut comprendre un truc, et ça il faut le ressentir pour soi lorsqu'on fait un travail authentique. Trump, voilà, il y a un phénomène que les États-Unis ont réussi, j'en parlais un peu dans l'épisode précédent sur la liberté d'expression, sur le fait que les États-Unis ont réussi en large part, surtout dans la communauté conservatrice de droite, à préserver cette dimension sacrée vis-à-vis de la Bible, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la Constitution. Ce rapport au sacré, cette dimension aussi ultra-conservatrice américaine, c'est ce qui aussi résonne je pense, chez les musulmans. Et je pense qu'il résonne de manière inconsciente, pour ceux qui seraient inconscients. Pourquoi je parlais de cette dimension sacrée ? J'ai perdu le fil, là, il fait tellement beau aujourd'hui. Alors là, en ce moment, ça fait plusieurs jours, il y a un côté collector avec tous ces jours de... Des fois je me dis, est-ce que je reste en Californie ? Qu'est-ce que je vais aller foutre dans le Maine avec des journées aussi belles ? Et donc il faut savoir, quand on suit un petit peu Trump, par exemple, j'ai lu énormément de livres ces dernières années, surtout après ce qui m'était arrivé, après mon divorce, avec ma relation avec mes enfants. J'ai perdu pied et je me suis mis à lire pour essayer de rattraper les choses que je ne comprenais pas avant de savoir que j'avais simplement en moi des traumatismes liés à l'enfance. Et j'ai lu ce livre. C'était quoi le titre ? Je retiens surtout ce qu'il y a dans les livres, mais pas le titre. C'était The Art of the Positive Thinking, ou le pouvoir de la pensée positive. C'est un vieux livre, je crois, qui doit avoir 60 ans. Je découvre après l'élection de Trump, du premier mandat, que c'est un des livres que Trump a lu et que l'auteur était le pasteur de l'église où la famille de Trump allait. Donc ce livre est hyper important parce que dans ce livre, on exprime l'idée que si tu changes la manière de penser, si tu assumes ta relation avec le divin et que tu pries et que tu as des pensées, tu crées ta réalité. C'est un concept bien connu que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent, lié à la notion de manifestation et qui est devenu populaire avec le film Le Secret, qui dit qu'en fait, nous créons nos pensées et que notre réalité est le résultat de nos pensées. Donc, moi j'ai eu cet indice, et maintenant je peux vous le dire, Trump c'est quelqu'un d'une grande intelligence, et à certains égards, que ce soit dans le business ou dans certains domaines liés à la communication, à la persuasion, c'est un génie. Donc quand j'entends les médias parler de lui comme dire que c'est un fou qui n'est pas éduqué, ils se trompent. Lorsque tu es en intimité avec Trump et que tu lui parles, parce que j'ai eu des retours d'entretien, c'est pas le même mec. Et voilà. Et ici, il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un rapport. Les États-Unis ont réussi à créer quelque chose de magnifique qu'on avait avant en France, qu'on n'a plus. C'est un rapport charnel avec la nation. D'ailleurs, Trump est plutôt un nationaliste et n'est pas un impérialiste. Et ce rapport charnel existe tellement fort que lorsqu'il y a un instinct chez tous les entrepreneurs américains, passé un certain âge, c'est l'idée du give back, après avoir autant réussi, de redonner à ce pays. Donc ce que les médias ne comprennent pas, c'est la dimension sacrée, charnelle qu'il y a chez Trump, qui lui a permis de tenir, d'avoir autant de résilience, de se faire shooter, d'avoir failli mourir, et il est toujours là. Et il ne faut pas se détromper là-dessus. Le monde est devenu tellement conformiste et conformant que plus personne ne se dit la vérité. Donc, aujourd'hui, tu as des hommes qui sont à gauche, parce qu'ils sont à gauche pour être en cohérence avec leurs femmes,
qui admirent Trump et qui ne peuvent pas le dire. Et donc Trump arrive à un âge où, je le sais, sans même que un des indicateurs de sincérité, parce que je ne pense pas que Trump, ni même Musk d'ailleurs, font tout ça pour l'argent. Je pense que surtout pour Trump, il y a l'idée de redonner à la nation, tout en espérant peut-être marquer l'histoire et qu'il puisse exister dans les livres d'histoire. Et donc voilà, et plus on gratte, et plus on comprend quelque chose de ce qui se passe, et surtout pour moi, de pouvoir sortir d'un endoctrinement, d'une sorte de bien-pensance dans laquelle j'étais englué jusqu'il y a 10-12 ans, et qui a fait que j'ai causé plus de problèmes qu'autre chose avec ces certitudes. Voilà. Donc alors, est-ce que je vais raccourcir la vidéo? 1 heure, c'est pas mal, hein. Faudrait peut-être que j'arrête là. Je me retrouve là près de la plage. Est-ce que je peux conclure cette vidéo avec quelque chose, avec une dernière information? Donc, pour finir, je vais essayer juste de donner quelques explications. Lorsque les médias et la bien-pensance paniquent en le voyant faire prendre des décisions, dire un certain nombre de choses, il faut vraiment s'interroger et faire gaffe, parce que des fois on a des réactions vives par rapport à ce qu'on pourrait croire être une mauvaise idée, sans se rendre compte qu'en fait c'est la manière dont cette idée a été exprimée. Des fois on est plus soucieux de la forme que le fond. Il faut savoir que Trump est un être qui assume son masculin, extrêmement subversif, et je le comprends parce que lorsque j'ai expérimenté dans cette vie et que j'ai pu comprendre de plus en plus la nature féminine, j'ai pu voir et comprendre des choses qui ne sont pas communément admises par l'instinct féminin, par la conscience féminine. Et il y a quelque chose que Trump a internalisé, c'est-à-dire que si tu veux créer une vie qui a de la substance, des conséquences, il va falloir accepter peut-être de secouer le navire ou le bateau. Et c'est assez perturbant pour le commun des mortels, parce qu'on nous explique pendant 50 ans que si tu veux avoir une bonne et une belle vie, c'est de pas trop secouer les choses et de pas réveiller le chaton et de marcher sur des œufs, tu vois. Or, cette vie, elle n'a pas de sens si on n'embrasse pas la dimension mythique. C'est-à-dire à un moment donné, il y a 2 chemins. Soit on se réveille, et à ce moment-là, on devient un agent subversif, puisqu'on a du mal à se conformer à tout ce qu'on nous a dit. Soit on accepte d'avoir une belle vie en se conformant, en payant ses factures et en ayant un peu d'argent de côté pour la retraite. Un truc qui est sûr, c'est que la première décision d'essayer de s'émanciper aura un coût. Elle générera des perturbations, du chaos. Donc voilà, tout le monde ressent instinctivement qu'il y a une dimension dangereuse. C'est pour ça que, pour moi, l'idéologie gauche a eu beaucoup de succès jusqu'à pas longtemps, parce que c'est pas difficile d'être à gauche. Tu fais 3 manifs, en général tes amis sont tous de gauche, il se passe rien. À partir du moment où tu commences à t'émanciper, moi par exemple, je suis clairement aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, plutôt à droite, une droite conservatrice à l'américaine, hein, je parle pas de la droite française, et populiste dans le sens noble du terme. Pourquoi? Pour plein de raisons, mais l'une des plus importantes, parce que je suis un homme et j'assume mon instinct masculin, et pour moi c'est un axe de subversion, parce que j'ai du mal à ce qu'on me force à me mettre à genoux et à penser comme les autres. Et donc voilà, il y a une part aussi de mes convictions qui sont liées à mon instinct de subversion pour lutter contre toute forme de tyrannie à mon encontre.
et donc pour finir rapidement, parce que je préfère arrêter là, parce que plus d'une heure c'est pas mal. Et donc aujourd'hui on a cet homme qui arrive, et pourquoi il a été rejoint par Elon Musk, tout ça, parce que tout le monde arrivé à un certain âge se rend compte qu'il y a une forme de supercherie, parce qu'Elon Musk était vraiment bien de gauche à un moment donné, et il y a eu un désir instinctif de la part des hommes masculins, des jeunes hommes masculins et des femmes féminines. Elles ont compris, au-delà des critiques du système contre Trump, que le balancier avait été trop loin dans la guerre idéologique et culturelle, et que maintenant il était important que le père revienne à la maison et signe la fin de la récré. Et je pourrais expliquer un jour pourquoi il y a eu autant de musulmans qui ont voté Trump. Mais aujourd'hui, à mon âge en plus, je n'ai plus besoin de danser les claquettes, et voilà. Je sais aujourd'hui que jusqu'à 10-12 ans, j'étais plutôt à gauche, et que la raison première, c'était pour être en congruence avec mon environnement, avec mes amis, et puis pour ne pas faire de vagues. Et je suis arrivé vers l'océan, c'est fou quoi. Est-ce que je vais y aller? J'essaie de trouver un pont pour aller... Eh ouais. Et donc j'arrive à la conclusion de cet épisode, et je pourrais en faire encore 2 ou 3 autres concernant Trump, ce qui révèle ce qu'il est, ce qui dérange et ce qui heurte, et pourquoi ça heurte, et on serait surpris, vachement surpris. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que à 90%, ce qui est dit dans les médias ou dans certaines analyses d'un télo, c'est une forme d'errance intellectuelle et une expression de panique qui en dit plus sur les autres que sur Trump lui-même. Et aujourd'hui, le monde, en tout cas aux États-Unis, se rend compte que l'idéologie de gauche est devenue le parti des femmes, et que la droite américaine conservatrice est devenue le parti des hommes. Pour être plus précis, la gauche américaine devient le représentant des hommes féminisés et des femmes masculines, et la droite conservatrice devient le représentant des hommes masculins et des femmes féminines. Je sais, je suis désolé. I'm sorry to be the bearer of bad news. Mais voilà. Donc voilà. Je ferai un autre épisode pour expliquer comment Trump, je crois, pense, et ses stratégies, pourquoi il fait tout ça. Je peux vous assurer que ce qu'il fait, c'est du pur génie, qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, et que c'est pas juste une énième expression de brutalité de sa part. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez faire vos recherches. Voilà, je vous remercie. Je pense à vous. À bientôt. Salut.